Chapitre 2 Une journée bien remplie. Le chant du coq lança le branle-bas de combat vers 5 heures du matin. Maria sauta du lit et s'assit sur le banc pour moudre le café qu'elle avait fait griller la veille. En tournant le moulin, coincé entre ses cuisses, elle repensait à ce que Joseph lui avait raconté. Cela lui paraissait impossible, c'était une exagération des journaux. Les Arabes, elle vivait avec, même si les ouvriers musulmans et leurs familles habitaient le douar, proche de leur village, ou même pour certains à Boumediene. Les relations avec eux étaient bonnes et amicales. Elle partageait avec Aïcha les corvées de l'eau et avait en elle une confiance absolue. Ainsi, lorsque François-Manuel avait été mordu par une vipère, Aïcha n'avait pas hésité à se servir de son voile pour lui faire un garrot au-dessus du genou, puis, après avoir incisé la plaie, elle avait aspiré le venin. Le lendemain matin, le petit François était bouillant de fièvre. Aïcha avait habillé Maria d'une large bande d'étoffe de laine fine qui lui recouvrait le visage. Toutes les deux, ainsi vêtues du haïk, prirent vers 5 heures du matin la route de Boumediene, suivies de l'âne sur lequel elles avaient installé François-Manuel. « Où m'emmènes-tu, Aïcha » demanda Maria, peu rassurée sur cette route déserte à l'aube d'un matin de novembre. « Fais-moi confiance et suis-moi en silence pour ne pas être reconnue. » Elles gravirent la pente raide du sentier, bordé d'arbres, qui débouchait sur la ruelle principale d'El-Bad. Elles arrivèrent sur la petite place du mausolée, abritant la tombe de Sidi El-Bad, fondateur du village. Elles attachèrent l'âne à un arbre et Aïcha prit le petit François sur son dos. Il reposait dans un drap solidement fixé autour de sa taille. À 50 mètres de cette tombe, elles franchirent une porte, sous un auvent de bois de l'époque turque, longèrent un couloir donnant sur une cour, étroite et longue, pavée en briques, et fermée par une nouvelle porte en bois donnant sur un escalier. Maria, inquiète de se trouver peut-être dans un lieu saint, voulut encore savoir où elles allaient, mais Aïcha, un doigt sur la bouche, lui dit « Scout !» Elles chaussèrent des sandales et descendirent 8 marches pavées de petits carreaux de céramique vert et bleu. Elles arrivèrent dans une cour carrée, aux murs couverts dans leur partie inférieure de grands carreaux de céramique, portant des dessins géométriques bleus sur fond jaune, et, dans une partie supérieure blanchie, des tableaux encadrés représentant le plan de la Kaaba, de la Mecque ou de la Bourraq. Au centre, 4 colonnes d'onyx supportaient les arcades en fer à cheval. Elles laissèrent à gauche de l'escalier le puits sacré et sa margelle d'onyx et se dirigèrent vers la porte de la chambre sépulcrale. C'était une pièce carrée surmontée d'un dôme à 12 pans, faiblement éclairé par de petites fenêtres percées dans le mur. En face de la porte s'élevaient 2 cénotaphes recouverts d'étoffes de soie verte brodées de fils d'or. Aïcha ouvrit le haïk de Maria et arracha le ruban de soie rose qui fermait son corsage. Elle disposa le ruban dans le darir, sur le panneau de bois richement décoré d'étendards en soie, mais aussi de lustres, de cierges, d'autruches, de tableaux, etc. Elle se retourna afin que l'enfant puisse regarder le mausolée ou être vue par lui, et elle ressortit de la Kouba, Maria sur ses talons. À la sortie du village, Maria put enfin interroger Aïcha. « Tu as déposé un ex-voto sur le tombeau d'un saint, n'est-ce pas ?»« Oui, nous sommes allés sur le tombeau de Sidi Boumediene, car, comme le disait notre poète, une visite à ce tombeau sacré te profitera pour ce monde et pour l'autre, car elle efface les fautes et dissipe les ennuis. » Mais qui était Sidi Boumediene ? C'est une longue histoire que je te raconterai lorsque nous serons rentrés, que le petit François sera couché dans son lit et que nous aurons appliqué sur sa plaie une pommade faite par ma mère à base de plantes. Maria et Aïcha pressèrent le pas pour arriver au village avant le départ des hommes, afin d'éviter leurs questions, les femmes n'étant pas autorisées à pénétrer seules dans la mosquée et surtout pas avec une roumie. Plus tard, Aïcha lui avait expliqué qu'au XIIe siècle, du temps du berbère de l'Atlas Ibn Toumer et de son successeur Abd el-Moumin, les Almohades, ceux qui proclament l'unicité de Dieu, avaient chassé les Almoravides corrompus
et s'était rendu maître du Maghreb occidental, du Maghreb central et d'une partie de l'Espagne qui était devenue musulmane. Sidi Boumedienne était né à Séville et avait étudié à Fès. Il fit le pèlerinage à la Mecque et au retour, il s'arrêta à Bougie où il enseigna les doctrines mystiques. Son succès lui attira les inimitiés des docteurs almohades qui le dénoncèrent au sultan Yacoub el-Mansour, installé dans sa capitale de Marrakech. Ce dernier enjoignit à Sidi Boumedienne de se rendre au Maroc. Sur la route, en arrivant au village d'El-Bad, il aurait, selon la légende, dit « Quel admirable endroit pour dormir de son dernier sommeil !» Il serait mort le jour même et enseveli sur place. Aïcha était sa meilleure amie. Elle était bonne et instruite, bien que ne sachant ni lire ni écrire. Elle avait su écouter les marabouts et connaissait l'histoire de son pays et de sa religion. Maria était certes catholique, mais elle devait la vie de son fils à un saint musulman et jamais elle ne se sentirait menacée par les Arabes, dont elle comprenait la langue et respectait la religion. Abdel, le mari d'Aïcha, travaillait avec Joseph. Il chargeait les pierres extraites de la carrière dans un wagonnet qu'il poussait sur les rails jusqu'aux 3 fours à chaux qui appartenaient à M. Fabre, marseillais d'origine, qui avait acheté ces carrières en 1870 et construit 6 fours à chaux. Abdel déchargeait ensuite les pierres en les triant. Les pierres les plus grosses et régulières étaient utilisées à monter les murs. Les débris alimentaient les fours à chaux pour faire de l'amendement agricole et aussi de la chaux grasse pour construire des maisons. Joseph était tailleur de belles pierres. Il concassait les débris afin de les faire cuire dans le four vertical. Il chargeait la pierre calcaire dans le gueulard, ouverture haute du four, tandis que Pedro alimentait la gueule, foyer au fond, en combustible. Le combustible utilisé était le bois provenant de la forêt voisine et les broussailles. Ces fours étaient à feu périodique. Il fallait attendre le refroidissement et le défournement pour recommencer l'opération. Ils avaient été interdits par le Code forestier de 1827, mais ce code n'était pas adapté à la région. M. Fabre avait d'assez nombreuses relations pour ne pas être obligé de remplacer ses fours par des fours permanents alimentés en charbon. M. Fabre employait ainsi 6 tailleurs de pierre, autant d'ouvriers pour alimenter les foyers et 12 arabes pour charger les pierres et ramasser le combustible. En comptant les carriers, il employait ainsi une 40aine de personnes. C'était une grande entreprise et les chauffourniers européens étaient bien payés et logés dans le village. Les Arabes habitaient le douar et recevaient la moitié du salaire de l'Européen le moins payé, soit 300 francs par an. Cette moitié de salaire s'expliquait par l'absence de qualification des fellahs, paysans. En fait, pensait-il, ses employés étaient tous heureux de travailler pour lui. La vie tranquille du village et du douar lui donnait raison. Maria ne comprenait donc pas le désir de fuir de Joseph, et elle comptait bien sur la rencontre avec sa famille le jeudi suivant à Tlemcen pour le faire changer d'avis. En attendant ce jour, la journée commençait et il fallait servir une tasse de café à Joseph. Elle avait pris l'habitude de lui servir le café au lit. C'était un moment d'intimité avant que tous les enfants ne soient levés. Maria frissonna lorsque Joseph passa sa main sous sa longue chemise de nuit. Elle aimait particulièrement ces caresses furtives qui n'avaient aucune conséquence. Joseph éprouvait très souvent du désir pour elle, mais ils avaient déjà beaucoup d'enfants. Il ne pouvait se contrôler et se retirer à temps. Madame Fabre, dans une confidence, lui avait parlé de la redingote anglaise, conçue autrefois à partir d'un intestin animal et qui était aujourd'hui fabriquée en caoutchouc. Maria ne savait pas où s'en procurer et n'osait pas en parler à Joseph, qui était très catholique. Il refusait toute idée de contrôle de naissance, politique applicable surtout aux indigènes. Et de toute façon, cela devait être hors de prix. Certaines voisines avaient, à ce que l'on disait, porté le nouveau-né au cochon. Mais cette idée lui faisait horreur. Il y avait bien encore la mouque, éponge que les Juifs plaçaient dans leur vagin, mais elle répugnait à farfouiller dans son corps. Elle devait donc subir les assauts de Joseph en priant que Mère Nature ne fasse pas son œuvre. En crachant 3 fois dans la bouche d'une grenouille,
On pouvait passer une année sans être enceinte. Cette méthode semblait avoir fonctionné puisque près de 4 ans séparaient la naissance de Claire de celle d'Éléonore. Ce mardi 12 juillet allait être pour elle aussi une journée très chargée, dans la mesure où les enfants étaient en vacances. Rossellito présentait des aptitudes peu communes. L'an prochain, à 11 ans, il pourrait peut-être présenter le certificat d'études primaires élémentaires. François Manuel, en revanche, ne savait toujours pas lire couramment à 8 ans, et il ne serait peut-être pas admis en cours moyen après 2 années de cours élémentaires. Rose devait entrer dans la classe enfantine puisque M. Jules Ferry, le nouveau ministre de l'Instruction publique, avait rendu l'école gratuite. Mais où irait-il à la rentrée des écoles? Les garçons allaient à l'école arabe-française de Tlemcen dans la classe de M. Decieux qui parlait l'arabe. Cette école avait été construite par le commandant militaire. Hamid, fils d'Abdel et d'Aïcha, y avait été admis après avoir été vacciné contre la petite vérole. La tribu du Douar, où il vivait, avait accepté de prêter un attelage tiré par un âne pour le conduire avec ses garçons à l'école. L'an prochain, Hamid aurait 8 ans, et il ne pourrait donc plus aller à l'école car les indigènes n'étaient scolarisés que jusqu'à 7 ans, surtout pour apprendre l'agriculture. La tribu ne mettrait plus d'attelage à disposition et à pied, la distance serait longue pour des enfants. Peut-être que M. Fabre accepterait de prêter une de ses carrioles, mais rien n'était moins sûr. C'était un bon patron qui prenait bien soin de ses ouvriers, mais la scolarisation des enfants ne le concernait pas. Il préférait leur donner quelques sous pour ramasser les broussailles à brûler dans ses fours. Le plus débrouillard de ses enfants dans ce travail était François Manuel. Il rapportait à ses parents 5 centimes sérestes par semaine. Cette pièce de bronze ne valait pas grand-chose à côté de la pièce en argent de 55 sérestes que lui avait laissé son grand-père Manuel. Son père lui avait expliqué que Cérès était la déesse de la moisson et depuis il la vénérait et demandait souvent à sa mère de la sortir de l'armoire où elle était rangée sous les draps. Rossellito était de santé plus fragile. Il avait des crises d'asthme et ne pouvait faire trop d'exercice physique. Il préférait prendre son livre de lecture qu'il avait appris par cœur. Il pouvait vous raconter l'histoire de l'Algérie et de la France depuis les Romains. Il connaissait l'arabe et le français en plus de l'espagnol parlé dans sa famille. Enfin, dans les travaux manuels, il se passionnait comme son père pour la sculpture sur bois. Rose était déjà une parfaite maîtresse de maison. Elle aimait surtout regarder faire la cuisine. Elle passait beaucoup de temps avec Madame Fabre qui n'avait pas d'enfants, et cette dernière lui apprenait à lire, à écrire et à faire des gâteaux, comme les mantecaos ou la mouna de Pâques. C'étaient des recettes espagnoles, mais Madame Fabre aimait beaucoup ces pâtisseries traditionnelles en Algérie. Si Rose était admise dans une classe enfantine à Tlemcen, ce qui était improbable compte tenu du faible nombre d'écoles primaires de filles, elle pourrait apprendre encore plus de travaux ménagers comme les travaux d'aiguille et les soins du ménage. Maria pensait qu'elle pourrait bien lui apprendre toutes ces choses qu'elle savait faire elle-même. Elle les avait apprises de sa propre mère. De surcroît, elle se rendait bien compte que si Rose allait à l'école, c'est elle qui serait dans l'obligation de s'occuper de Claire, en plus d'Éléonore. Claire était une enfant difficile. Elle était têtue, boudeuse et pleurait beaucoup. Seule Rose réussissait à la calmer et à la faire sourire. Éléonore, par contre, était un bébé de 3 mois très sage et souriant, qui s'endormait très facilement après l'allaitement. Elle faisait pratiquement ses nuits. Après une toilette rapide des enfants, le bain dans le baquet n'était donné qu'une fois par mois en hiver et tous les 15 jours en été, Maria alla au lavoir du village où elle rencontrait toutes les autres femmes des Chaufourniers. C'était le lieu de rencontre hebdomadaire des femmes de Chaufourniers, soit 6 Espagnoles, 3 Maltaises, 2 Italiennes et une Française. Maria comptait bien leur demander des précisions sur ce qui s'était passé à Calfala. Maria interpella Rosa, une grosse femme d'une 40aine d'années, épouse de Pedro. « Es-tu au courant de la tuerie des Alfatiers ?»« Madre mia, bien sûr, répondit cette dernière. On ne parle plus que de cela, il paraît qu'il y a eu un vrai massacre. Que comptez-vous faire, reprit Maria.
Nous irons à Tlemcen pour la fête nationale écouter ce que monsieur le maire nous dira. Une réunion est prévue à 16h après le banquet républicain avec tous les Espagnols de Tlemcen et de ses environs dans la salle du conseil municipal. Je vais en parler à Joseph et nous irons aussi si Aïcha accepte de garder les enfants. Maria finit son linge en rinçant les chemises bleues de Joseph à la source près du mausolée de Saint Abou Isaac de Taillard, l'un des grands mystiques de Tlemcen.